Bojo, Nimkin Zindishnikaz, Okikenda Ndonjba, Beneshin Dondem, Anishinaabe Nene. Bonjour, je me présente Connor Lafortune. Mon nom d'esprit, c'est le petit esprit de tonnerre. Je viens de la Première Nation d'Okis et je suis du clan d'Oiseau. Avant de commencer cette brève série informative sur les peuples autochtones de l'Ontario, j'aimerais constater que qu'est-ce que je vais dire vient de mon expérience personnelle. Chaque nation, chaque personne autochtone a ses propres croyances, valeurs, enseignements. Et j'aimerais juste constater que tout ce que je veux présenter est de ma propre expérience et de ce que j'ai appris personnellement. Cette année, le thème du mois de patrimoine est Histoire croisée, le battement de nos tambours. Donc, ce thème représente plusieurs différentes choses. Premièrement, les histoires croisées des peuples autochtones ensemble et des peuples autochtones et non autochtones, tous les gens qui représentent cette belle province. Le tambour représente symboliquement nos peuples autochtones, notre voix, notre croissance, nos enseignements, mais aussi physiquement notre tambour qui représente des très belles choses dans notre culture. Donc, le thème représente plusieurs choses qui englobent non seulement la culture autochtone, mais son intégration dans la culture non autochtone. Appartient à la nation Anishinaabe. Vous avez peut-être entendu les termes Anishinaabeg, Ojibwe, Chippewa et Ojibwa à sa place, mais ils représentent toute la même belle nation. En ce moment, je me trouve sur les terres qu'on appelle maintenant Sudbury, qui appartiennent aux peuples Atikameksheng et Wahnapitae. Ces terres se trouvent sous les traités de Robinson-Huron de 1850, le traité de Niagara de 1764 et le traité Dish with One Spoon de 1701. Sur ces belles grandes terres vastes que nous appelons maintenant l'Ontario, nous trouvons plusieurs nations variantes, incluant les Algonquins, les Métis, les Inuits, les Anishinaabe, les Haudenosaunee, les Cris, les Oji-Cree, incluant plusieurs d'autres. Chacune de ces nations a leurs propres traditions, coutumes, cérémonies et même leur propre langage. J'aimerais aujourd'hui souligner la différence entre nos peuples autochtones. Les nations Haudenosaunee et les nations algonquines opéraient à très différents bouts du spectre. Les nations Haudenosaunee, aussi appelées les Iroquois, opéraient sur un système matriarcal, qui signifie que les femmes dirigeaient la tribu. Il était un peuple traditionnellement sédimentaire, qui s'établissait en grosses communautés qu'on peut aujourd'hui comparer à des villages. Il opérait avec l'agriculture et restait pendant 10 à 15 ans à un endroit fixe. Les peuples algonquins étaient les peuples du tipi. Ils suivaient les animaux et se fiaient sur la chasse pour la survie. Ils opéraient un terrain beaucoup plus vaste et étaient constamment en mouvement. Le Canada est traditionnellement appelé l'île de la Tortue. La raison d'être est notre histoire de création. Chaque nation a leur propre histoire, mais le but reste pareil. Nous avons bâti le Canada sur la carapace de la tortue. Merci d'avoir entrepris ce voyage avec moi. Je vous invite maintenant à consulter les liens que j'ai ajoutés ci-dessous. Miigwech, merci et à la prochaine. Ani Bojo, Nimkin Zindishnikaz, Okikendan Donjba, Beneshin Dondem, Anishinaabe Nene. Rebonjour, c'est Connor. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la roue de médecine. J'aimerais encore redire que tout ce que je vous partage aujourd'hui vient de mon parcours et de mes enseignements personnels. Pour ceux d'entre vous qui n'avaient jamais vu une roue de médecine, en voici une sur une carapace de tortue. Donc, dans le centre, vous trouvez un cercle divisé en 4 avec le rouge, le noir, le blanc et le jaune. En voici un sur un masque et un autre sur un macaron. On m'a toujours dit que les enseignements de la roue de médecine prendraient 2 vies pour apprendre. Donc aujourd'hui, je vais juste vous présenter les plus communes. Commençons avec les races du monde. Sur la roue de médecine, nous voyons les 4 grandes catégories des races autour du monde. Le peuple de l'Europe, le peuple de l'Asie, le peuple de l'Amérique et le peuple de l'Afrique. La roue de médecine représente plusieurs choses, incluant les 4 directions et les éléments. Donc nous avons le feu et l'est, l'eau et le sud, la terre et l'ouest, l'air et le nord. La roue de médecine représente aussi les cycles de la vie, de la naissance, la vie adolescence, la vie adulte, la vie aînée et la mort.
mais le cercle est toujours en mouvement et se renouvelle. Les enseignements et les coutumes autochtones, nous mettons beaucoup d'emphase sur notre santé. Cependant, nous ne laissons pas seulement à notre santé physique et notre santé mentale. Nous mettons aussi beaucoup d'emphase sur notre santé émotionnelle et spirituelle. Nous croyons que sans une de nos parties, nous sommes en déséquilibre et ne pouvons pas accomplir ce qu'on a à faire. Chaque partie est représentée par une couleur, elle aussi. Le de médecine représente aussi nos 4 médecines sacrées. Donc, nous avons le tabac, le cèdre, le sauge et le foin d'odeur doux. Le foin est tressé parce qu'il représente nos cheveux et notre attachement à la culture, Mère Terre et au Créateur. En plus de vous avoir partagé nos médecines sacrées, j'aimerais maintenant vous présenter une de nos pratiques sacrées. Donc, ici j'ai une plume. Traditionnellement, nous utilisons une plume d'aigle, mais ceci c'est la plume que moi j'ai pour faire mon smudge. Nous utilisons les plumes parce qu'elles atteignent le plus haut des sommets. C'est l'objet qui va le plus près des créateurs selon nos croyances. Nous utilisons aussi la coquille. La coquille de mer est l'objet le plus bas de nous. D'abord, lorsque nous mettons les médecines, nous utilisons les deux pour avoir le plus haut sommet et le plus bas. Plusieurs façons de faire un smudge. Nous pouvons inclure les 4 médecines, seulement en brûler un, en brûler une combinaison. C'est vraiment à vous. D'abord, moi, personnellement, j'aime brûler juste le sauge. À mon avis, ça a la meilleure odeur. Donc, on allume le sauge et sa fumée purifie l'air, nos pensées, nos cheveux, tout notre être. Donc, nous pouvons user nos mains ou une plume. Et la fumée nous rapporte un temps plus clair, un temps plus sacré. Elle nous aide à avoir une meilleure journée, une meilleure vie. C'est vraiment quelque chose que, comme personnes autochtones, nous pouvons faire à chaque jour. Nous pouvons le faire à chaque mois. C'est vraiment chaque personne a ses propres croyances selon le smudge. Mais c'est vraiment quelque chose que nous utilisons pour purifier. Comme la roue de médecine, le smudge a beaucoup d'enseignements qui l'entourent. Chaque personne a ses propres valeurs, croyances et façons de faire. Vous allez peut-être entendre des enseignements qui se contredisent. C'est correct. C'est à chaque individuel autochtone de savoir comment faire leur propre smudge. Merci d'avoir entrepris ce voyage avec moi. Je vous invite à consulter les liens ci-dessous. Miigwech, merci et à la prochaine. Bonjour, Nimkins Indijnakas Okikanan Donjaba Benishin Dondem Anishinaabenene. Aujourd'hui, la vidéo va prendre un ton un peu plus sérieux. En tant que personne autochtone, nous venons avec des stéréotypes. Aujourd'hui, j'aimerais surpasser ces stéréotypes. Dans la communauté francophone, vous avez peut-être entendu la narrative au sujet de la gratuité de la scolarité, la violence et l'alcool. Aujourd'hui, j'aimerais brièvement vous discuter chacun de ces sujets. Commençons avec l'éducation. En 1831, les écoles résidentielles ont été mises en place. Durant ce temps, les élèves étaient pris de leur communauté et forcés à apprendre une langue, une culture et une religion qui n'étaient pas la leur. Il est estimé que 150 000 étudiants ont assisté aux écoles résidentielles et 6 000 étudiants ne sont pas revenus. Cependant, ces numéros sont estimés. Sans trop parler de détails, les écoles résidentielles ont été une expérience très traumatisante pour les personnes autochtones. Ces traumatismes peuvent encore être ressentis entre les générations d'aujourd'hui. La dernière école résidentielle a fermé en 1996, seulement 25 ans passés. Peux-tu y croire? Nous parlons souvent d'école résidentielle, nous oublions souvent le Indian Day School. Le Indian Day School était une école qui était dans la communauté même, mais était menée par l'Église et le gouvernement. Les stéréotypes des personnes autochtones dans l'éducation peuvent encore être vus aujourd'hui, à travers du tokenisme, les environnements principalement blancs et le faible taux de diplômes secondaires et postsecondaires. Maintenant de l'alcool. Lorsque les colons ont arrivé sur les terres de l'Amérique, ils ont commencé à faire des échanges avec les peuples autochtones. De la nourriture, des couvertures, de la fourrure, toutes ces belles choses. Lorsqu'ils ont commencé à vouloir faire des traités, ils ont introduit l'alcool, ce qu'on appelle souvent l'eau de feu. Nombreux contrats, accords et traités ont été signés sous l'influence de cette eau de feu.
Lorsqu'ils ont pris les enfants durant le temps des pensionnats autochtones, cette eau de feu a été réintroduite dans les communautés. L'alcool a été utilisé pour maintenir la dépendance autochtone au gouvernement. L'alcool, les traumatismes, la perte des enfants et les lois mises en place à la main du gouvernement ont mené à une violence palpable dans les communautés qu'on peut encore ressentir aujourd'hui. Les Autochtones sont souvent le produit de l'environnement qui leur ont été enlevés. Mais où allons-nous d'ici? Comment prendriez-vous l'information que je vous ai fournie aujourd'hui pour l'appliquer à votre vie, ou au moins essayer de la comprendre? Vite d'aller à l'encontre du stéréotype et de pousser la narration, d'oublier le Indien de Hollywood et toute autre variation du stéréotype. Avant de commencer, j'aimerais encore préciser que tout ce que je vais parler d'aujourd'hui vient de mes connaissances et mes expériences personnelles. Je vais vous partager aujourd'hui le patrimoine autochtone Anishinaabeg plutôt que les autres nations. Quand on parle de patrimoine, on parle d'une richesse trouvée à travers d'une nation ou d'une culture. Les richesses autochtones sont abondantes. Commençons par le système de clans. Lorsque je me présente, je dis Venishin Dundem, qui veut dire je viens du clan d'oiseaux. Chacun des clans est représenté par un animal. À l'origine, il y avait 7 clans. La grue et les huards qui étaient les leaders, les ours qui étaient les guérisseurs, les poissons qui étaient les médiateurs, les martres qui étaient les guerriers, les chevreuils qui étaient les artisans de la paix et les oiseaux qui étaient les gens spirituels. Aujourd'hui, il trouve plusieurs d'autres clans qui ont été ajoutés. Voyons les gens dans notre clan comme étant partie de notre famille. Il n'est donc pas éthique d'avoir une relation intime avec quelqu'un dans votre clan. Nous voyons ces classements familiales à travers des nations, non seulement les nations Anishinaabeg. Parlons maintenant brièvement des cérémonies. Comme mentionné précédemment, le smudge est une cérémonie en soi. Par contre, elle fait aussi partie de d'autres cérémonies, comme le powwow, le round dance, le sweat lodge et la cérémonie de nom. Nos cérémonies sont destinées à rassembler et à célébrer. Il y a des centaines d'autres cérémonies que nous faisons à chaque jour. Avec les cérémonies vient la danse et les insignes. Un insigne, c'est un vêtement distinctif que nous portons lors du powwow. Avec chaque danse du powwow vient un différent insigne. Nous avons le fancy pour hommes et femmes, le traditionnel pour hommes et femmes, la robe à jingle et encore plus. Nous avons aussi un vêtement distinctif que nous portons lors des round dance, des chemises et des jupes à ruban typiquement. À travers le patrimoine autochtone, nous trouvons plusieurs choses faites à la main, incluant le perlage, les chemises et les jupes à ruban, les insignes, des robes, des instruments à musique et surtout notre fameux tambour. Lorsque nous pensons au thème de ce mois, Histoire croisée, le battement de nos tambours, nous devons aussi penser aux implications qui accompagnent le tambour. L'animal utilisé pour faire le visage, l'arbre utilisé pour faire le cadre, le temps passé à entretenir le tambour et de le mettre au monde, ainsi que les enseignements passés de génération en génération afin que je puisse faire mon tambour aujourd'hui. Je vous remercie grandement d'avoir entrepris ce voyage avec moi. J'ai adoré partager des petites anecdotes avec vous. J'espère que vous continuez votre recherche de connaissances à ce sujet. Je vous invite à consulter les liens ci-dessous afin d'avoir plus de connaissances. La culture Anishinaabeg, nous ne disons pas au revoir, nous disons tout simplement à la prochaine. Je vous souhaite une très belle journée de patrimoine. Bon mapi! Bonsoir et bienvenue à la soirée de remise des prix du patrimoine 2021. Je m'appelle Danielle Pécard-Gorgé, je suis la directrice générale du Réseau du patrimoine franco-ontarien et je serai votre animatrice pour la soirée. Cette soirée se veut aussi une célébration de clôture du mois du patrimoine qui s'est déroulée tout le mois de février sous le thème « Histoire croisée, le battement de nos tambours ». Nous allons vous présenter l'ambassadrice du mois du patrimoine 2021, Andrea Goulet, et le créateur des capsules de sensibilisation que vous avez visionnées pendant tout le mois ou que vous venez juste de visionner avec nous, Connor Lafortune. Et nous allons avoir une interlude artistique avec l'artiste Mick Michel et une autre interlude avec une interlude musicale, avec Steph Paquette. Et bien sûr, nous allons vous présenter les lauréats et les lauréates des prix Huguette Parent
et du prix Roger Bernard 2021. Par après, nous allons lancer le numéro d'hiver du chaînon et nous passerons un moment de réseautage ensemble sur Zoom parce que nous aussi, on veut pouvoir vous voir et vous entendre. Mais d'abord, j'invite Shelley Duquette-Lafortune, membre de notre comité encadreur du Mois du patrimoine, à nous faire une reconnaissance des territoires. Ani bojo kwekwe. Ninchka gob kwe nemke benese nindishnikas o kikenda dokis indonjaba benese dodem anishnabé kwe. Bonjour, je me nomme Shelley Duquette-Lafortune et au nom du comité du réseau du patrimoine franco-ontarien, j'aimerais vous souhaiter Pindigan. Bienvenue. Cette année, le thème du mois du patrimoine pour l'année 2021 du réseau du patrimoine franco-ontarien est Histoire croisée, le battement de nos tambours. Aujourd'hui, je me retrouve sur le territoire traditionnel de Tikamek-Sheng Anishinaabeg et de la Première Nation Wahnapité. Ces deux nations, tout comme la mienne, se retrouvent sur le territoire du traité Robinson-Huron de 1850. À ce moment, j'aimerais vous demander de réfléchir sur le territoire sur lequel vous vous retrouvez et reconnaître que le peuple autochtone utilise cette terre depuis des millénaires et nous tenons à reconnaître leurs descendants et leurs traités qui existent dans votre région et que malgré le fait que les traités furent signés il y a plusieurs années, ils sont encore très pertinents aujourd'hui. En tant que communauté, nous avons la responsabilité d'honorer, de soigner et de respecter tout ce que la création nous donne pour assurer notre survie. Cela inclut la terre, l'eau, l'air, le feu, les animaux, les plantes et nos ancêtres. Nous reconnaissons également que cette terre est riche en antécédents et en coutumes, y compris ceux des Anishinaabe, des Haudenosaunee et depuis le contact avec l'Europe, le peuple métis. Et cette terre continue d'être le foyer de tous les peuples autochtones, incluant les Inuits, et les personnes non autochtones. C'est dans cet esprit de partage que nous veillerons collectivement à protéger et à respecter la terre, l'eau, les animaux et les uns les autres dans l'intérêt de la paix, de l'amitié et surtout dans l'intérêt des générations à venir. Merci, merci, miigwech. Merci, Shelley. Je reconnais que je suis présentement sur les territoires des peuples algonquins, près de la communauté de la Première Nation de Pikwakanagan. Sans plus tarder, je vous présente Francis Thériault, président du conseil d'administration du RPFO, pour vous dire un petit mot. Bonsoir, c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. C'est sous le thème « Histoire croisée, le battement de nos tambours » que le réseau du patrimoine franco-ontarien souligne le mois du patrimoine. Avec notre ambassadrice Andrea Goulet, nous soulignons la contribution des peuples autochtones à l'héritage francophone de notre province. De plus, nous aurons le privilège de remettre les prix Roger Bernard et Huguette Parent. En plus de féliciter les lauréats et les nominés, j'en profite pour remercier tous les gens qui, sur le terrain, mettent en valeur notre patrimoine francophone. Si notre cérémonie est virtuelle, votre travail, lui, est bien réel. Et comme vous le savez, nous profiterons du rassemblement pour lancer l'édition d'hiver de notre magazine d'histoire et de généalogie, Le Chaînon. De plus, je suis content de voir que le mode virtuel permet au réseau d'être plus rassembleur en faisant fi de la géographie et en nous permettant de se rassembler facilement, peu importe où nous sommes dans l'Ontario français. Vous savez peut-être que notre plan stratégique récemment adopté veut raffermir les liens entre les différents acteurs du monde du patrimoine afin que le réseau puisse être un réseau, c'est-à-dire un trait d'union entre tous nos partenaires. Avant de céder la place à notre ambassadrice, permettez-moi de vous la présenter. Originaire de la Première Nation du Nipissing, Andrea Goulet n'est pas à sa première expérience comme ambassadrice car déjà, elle partage sa fierté et le riche héritage culturel de son peuple lors de visites scolaires ou communautaires. Je tiens aussi à souligner qu'Andrea est une danseuse de châle. Je note cet élément car de savoir qu'en 2021,
une jeune femme autochtone pratique une danse qui fut, il y a une centaine d'années, interdite dans un effort d'assimilation, est un énorme pied de nez à l'histoire, tout comme le fait que nous en discutions ce soir en français. Je cède donc ma place à un message que nous a préparé Andrea, tout en la remerciant d'avoir participé aux activités du mois du patrimoine. Bonne soirée à tous. Allô, je m'appelle Andrea Boulet. Puis vous me reconnaissez peut-être des divers publicités au travers du mois. Je suis l'ambassadrice du mois de patrimoine. J'ai été choyée d'accepter. D'abord aujourd'hui, je suis connectée pour vous partager de mes connaissances. Mais avant que je fasse ça, je devrais m'introduire. D'abord, Anin Andradishnakas, Nipissine Donjaba, Tkanin Donda, Wabjashe Dodem, Taswishe, Jean Sway, Do Sibibonnes, Nishnabekwe Indao. D'abord, mon père puis ma mère sont super cool. Ma mère est francophone, puis algonquine. Mon père, il est anglophone, puis il est Ojibwe. D'abord, ça m'a vraiment, dès le début de ma vie, m'a donné un mélange triculturel qui a vraiment fait ma vie pas mal intéressante, en essayant de figurer comment balancer les trois puis les incorporer dans la vie de tous les jours. Sur mon parcours des cheminements de comment figurer, comment mettre les trois ensemble, a commencé quand j'ai été inscrite à l'école. J'étais à une garderie anglophone au Ojibwe, mais j'ai rentré l'école à une école catholique française dans ma région qui offrait pas les cours d'Ojibwe comme les écoles anglaises, mais offrait des cours en anglais. So, j'ai pu garder mon français puis anglais. C'est pas avant que j'ai commencé peut-être ma 7e année d'école, donc j'ai commencé à apprendre dans le Schnabelwin, dans les cours qui étaient offerts par ma communauté. C'est vraiment dans ma 7e année élémentaire que j'ai commencé à réintroduire la langue de mes ancêtres. Puis j'avais déjà la plateforme pour l'anglais puis le français. C'est à ce point-là que j'ai vraiment commencé à incorporer les trois cultures dans ma vie de tous les jours. D'abord, je fais vraiment me relier beaucoup au thème du mois de patrimoine, qui est l'histoire croisée, le battement de nos tambours, qui me fait beaucoup relier au battement de cœur, qui est vraiment l'enseignement du tambour, que ça vient du cœur, ça vient du battement de ta mère quand t'es né, puis même avant que t'es né, que c'est vraiment ce qui te relie au tout début, qui fait ton cœur pomper, qui te fait pomper, qui te fait vraiment humain. Ça relie aussi à l'idée de la colonisation, puis qu'est-ce qu'on parle des dernières années, la réconciliation entre les peuples autochtones et francophones, qui est cette histoire croisée qui a fait le Canada qu'est-ce qui est aujourd'hui. Je participe à différents ateliers puis à différents enseignements traditionnels. Moi, je suis choyée que j'ai un don avec le carrelage. D'abord, j'ai commencé la danse chaude dans un camp de transition pour moi, d'étant une jeune fille, tournant comme un ado, puis là, maintenant comme jeune adulte. La danse m'a vraiment aidée à m'exprimer comme individu, mais aussi comme une jeune femme, qui a fait que c'était un temps difficile, spécialement dans ce monde virtuel, pour m'exprimer. Mais c'est des occasions comme celle-ci où je peux partager mes connaissances, que je peux vraiment rétablir, puis pas je me balancer dans mes émotions. D'abord, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je suis vraiment choyée que vous m'avez écouté, d'être ambassadrice pour ce mois-ci. C'était vraiment une expérience vraiment intéressante, spécialement virtuellement.
100% comment j'étais venue prendre pour partager puis connecter à vous. Mais merci, Miigwech, pour tout. Bonjour, nous revenons maintenant pour le prix Roger Bernard. Pardon. Donc, en partenariat avec l'Université de Hearst, le prix Roger Bernard est attribué à une personne qui se démarque par la préservation et la mise en valeur d'un ou de plusieurs éléments de l'Ontario français. Les nominés pour ce prix, nous avons Mme Francine Goujon, est la présidente fondatrice de l'Association du patrimoine francophone de l'Ontario. L'APFFO contribue de façon active auprès des familles francophones à sauvegarder et à transmettre et à communiquer l'héritage familial au bénéfice des générations actuelles et futures. Nous avons ensuite Mariette Lafrance. Madame Lafrance est directrice de la chorale canadienne Sensation et de la compagnie de production Mariette Lafrance. Elle contribue depuis plus de 23 ans à l'épanouissement de sa communauté au travers de son implication dans la chorale et par d'autres activités au sein d'une multitude d'associations, d'organismes et de fondations. Nous avons maintenant Régent et Barbara Pomainville, sont de fervents défenseurs de la francophonie et du patrimoine. Le couple a donné une maison ancestrale pour servir de musée et a créé un village. D'accord. Excusez-moi, on me souffle à l'oreille que j'ai commis une légère bévue. Madame Goujon et Madame Lafrance sont en lice pour le prix Roger Bernard. Pardonnez-moi d'avoir nommé Monsieur et Madame Pomainville trop tôt. Donc, mesdames, merci beaucoup et félicitations à vous deux. Et le prix Roger Bernard est décerné cette année à la chorale canadienne Sensation. Félicitations et au risque de me reprendre, la chorale... Donc, la chorale représente fièrement le peuple franco-ontarien au sein de la communauté, mais également lors d'événements internationaux et permet à ses membres, ses artisans, ses collaborateurs et à la communauté de créer un lien d'appartenance à leur patrimoine et surtout de célébrer cette fierté à l'échelle locale et internationale. La chorale s'est dotée d'un mandat pédagogique en allant rencontrer les enfants dans les écoles et la chorale vise depuis 1997 à faire célébrer quotidiennement le patrimoine franco-ontarien par la chanson. Bravo! Bien, bonsoir à tous, membres du jury et invités. C'est avec un grand privilège et honneur que j'accepte ce prix au nom de la chorale canadienne Sensation. Celle-ci a été créée dans le but d'honorer nos pionniers, tout en participant à notre tour à l'enrichissement de notre patrimoine et à la sauvegarde de notre identité. Nos aubes gospel noirs arborant un grand collet aux couleurs de notre drapeau franco-ontarien représentent fièrement notre peuple, notre langue et notre patrimoine franco-ontarien depuis déjà 23 ans chez nous et à l'échelle internationale. Oui. Je salue très haut tous ceux et celles qui ont participé à la chorale canadienne Sensation et spécialement mes adjointes Sylvie Paquette, Nancy Lavoie et Carmen Desjardins, entre autres. Votre passion, votre dévouement et votre volonté de contribuer à l'héritage de notre patrimoine offrent un espoir des plus rayonnants pour notre relève. C'est par de nombreuses centaines de personnes qui ont défilé au sein de la chorale canadienne Sensation de l'âge de 3 ans à 86 ans. Des amateurs qui sont devenus des professionnels en donnant un statut de prestige représentant fièrement les nôtres. Nous avons démontré que nous pouvons réussir et que nous avons bel et bien une place de choix dans l'univers artistique. Nous sommes des modèles de persévérance, de courage et de détermination. J'entends encore Grégory Charles annoncer les 3 chorales gagnantes du concours national Montréal, Laval, L'Orignal. Nous avons démontré que la passion et la grandeur des âmes d'un village, d'un comté, pouvaient être aussi vibrants qu'une grande ville avec sa multitude de services et de ressources. Tout est dans le cœur, dans la fierté de ce que nous sommes. Le rêve est possible pour tous, il s'agit d'y croire.
Merci beaucoup pour cet honneur. J'apprécie énormément. Merci. Félicitations beaucoup à la chorale Sensation. Maintenant, je vous invite à visionner l'artiste Mick Michel à l'œuvre en s'inspirant du thème Histoire croisée, le battement de nos tambours. Et ensuite, nous allons vous présenter ma conversation avec Connor Lafortune plus tôt cette semaine.
Bonjour Connor, comment ça va? Bonjour, ça va bien toi? Oui, ça va très bien, merci. Ben, je voulais juste te remercier d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui, mais aussi d'avoir créé les 4 capsules vidéo qu'on a fait circuler pendant le mois du patrimoine. J'ai eu tellement de plaisir à les faire et de les partager entre ma famille puis toutes mes amis, c'était très le fun. Excellent. Ben, moi, personnellement, je les ai beaucoup appréciés. Qu'est-ce qui t'a incité justement, Connor, à participer au comité du mois du patrimoine puis à créer ces capsules? J'ai toujours été intéressé avec le patrimoine. J'ai toujours fait des efforts dans ma communauté, dans mes plusieurs communautés à partager le patrimoine et n'importe quelle expérience que je peux avoir à être à la fois francophone et autochtone, j'y embarque à 2 pieds. J'ai toujours aimé faire des vidéos et partager des connaissances. Donc, cette occasion m'a donné tellement de belles chances de partager avec toutes les gens dans ma communauté et partout en Ontario. En tant que franco-ontarien Anishinaabe, comment t'inspires-tu de notre histoire ou de nos histoires croisées? Ben, pour moi, être francophone autochtone, ça a toujours été une très grande fierté. J'ai été capable de prendre de les deux cultures et les combiner. Il y a beaucoup de croissance entre les deux cultures dans les façons à faire, les pratiques et même juste le jour à jour. Donc, j'ai toujours trouvé ça tellement le fun à combiner les deux et à éduquer au peuple autochtone au sujet des cultures francophones et aux cultures francophones au sujet des peuples autochtones. Pourquoi est-il important, selon toi, pour les communautés franco-ontariennes de s'informer de l'histoire des peuples autochtones? Pour moi, je trouve ça très bon de faire parce que souvent, comme francophone, on se voit comme un peuple marginalisé. Et quand on se voit comme ça, on a la misère à comprendre qu'il y a d'autres peuples que peut-être nous autres, on exploite ou on assimile en processus. Donc, faut faire comprendre à la communauté francophone qu'ils sont des colons aussi et ce ne sont pas leurs terres ici. Donc, être francophone autochtone, ça me donne une voix dans les deux cultures et à comprendre entre les deux et faire rejoindre les gens dans nos similitudes. Justement, faire le pont entre les deux cultures. Quelle est la chose la plus importante que tu aimerais que les personnes non autochtones comprennent des cultures autochtones? C'est surtout la narrative que ce sont dans le passé. Les peuples autochtones, souvent, sont parlés dans le passé. C'est plus comme c'était avant ou ce n'est plus un peuple qui existe aujourd'hui. Et pour les gens francophones qui ont peut-être pas de ressources au sujet des personnes autochtones, c'est bon de savoir que c'est un peuple vivant aujourd'hui, un peuple tellement croissant aujourd'hui. Donc, mais aussi comprendre qu'on a des difficultés aujourd'hui dans le système d'éducation, dans le système juridique. Comprendre que c'est une situation d'aujourd'hui et non une situation d'hier. Qu'est-ce que tu aimerais voir se passer dans les communautés franco-ontariennes pour faire avancer la réconciliation entre les peuples autochtones et les peuples franco-ontariens non autochtones? Je crois que le mot réconciliation, c'est un gros mot qui est souvent utilisé sans avoir de vraies pratiques qui les suivent. Donc, pour moi, la réconciliation, c'est le partage de la communauté, le comprendre entre les deux cultures et de vraiment partager les similitudes, les différences et une conversation qui est faite entre les deux cultures et entre toutes les cultures en Ontario. Sans cette compréhension-là, on peut pas bouger en avant, on ne peut pas faire des pas vers la réconciliation. Et merci beaucoup, Connor. C'est toujours une conversation stimulante et au plaisir de te voir faire des belles choses dans la province dans les prochaines années. Merci beaucoup. Vous venez de rencontrer 2 membres du comité encadreur du mois du patrimoine, Shelley Duquette-Lafortune et Connor Lafortune. Je tiens à remercier du fond du cœur tous les membres de ce comité encadreur. Ce comité a été mis en place pour respecter l'approche par et pour. L'approche par et pour est bien ancrée en moi depuis mes jours à la FESFO. Et c'est une façon de fonctionner que nous avons adoptée l'an dernier et que nous avons décidé de conserver cette année parce qu'on voulait aborder un autre thème relié à des peuples opprimés. On voulait pouvoir aborder des thèmes un peu plus difficiles pour le mois du patrimoine et de s'assurer de le faire dans le plus grand respect, dans la bonne perspective et avec le bon ton. Si nous avons réussi, c'est grâce aux membres du comité encadreur.
Merci pour tout le temps, l'énergie que vous avez donné. Merci. Voici maintenant Steph Paquette avec une toute nouvelle chanson. Bien, merci beaucoup aux deux chanteurs. Vous aurez compris tout à l'heure que j'ai fait une petite erreur. Madame Goujon et Madame Lafrance représentaient leurs organisations respectives qui, elles, étaient en nomination pour le prix Roger Bernard, offert gracieusement par l'Université de Hearst. Je tiens à corriger ceci. Maintenant, pour le prix Huguette Parent, offert par l'Université Laurentienne, moi et mon co-animateur, allons vous présenter maintenant pour une personne remarquable qui contribue à la préservation et à la mise en valeur de notre patrimoine. Les nominés. Madame Goujon, que je vous ai présenté tout à l'heure, de l'Association familiale, du patrimoine familial francophone de l'Ontario. Bonsoir, Madame Goujon. Madame Lafrance, directrice de la chorale Sensation et de la compagnie homonyme. Et maintenant, Régent et Barbara Pomainville sont tous deux fervents défenseurs de la francophonie et du patrimoine. Et le couple a donné une maison ancestrale pour servir de musée et créer un village d'antan, initiative importante pour préserver le patrimoine local. Bon, félicitations à vous trois, ou à vous quatre, pardon. Et maintenant, le prix est destiné à Régent et Barbara Pomainville. Ils ont, comme j'ai dit il y a quelques instants, donné une maison pour servir de musée et créé un village sur le terrain au village Gagnon, dans l'Est ontarien, afin de préserver l'héritage de la région. Le couple investissa temps et argent à aménager un village d'antan complet avec un magasin général, une chapelle, une prison, un saloon, le tout rempli d'antiquités qui ont servi autant dans les foyers que sur les fermes du siècle dernier. Et bravo à vous deux, monsieur et madame Pomainville. Merci beaucoup. Je pense que c'est tout un honneur pour moi et mon épouse de recevoir ce prestigieux prix ce soir. Puis, un prix qui montre comment le patrimoine franco-ontarien nous tient à cœur, moi et mon épouse et ma famille également. J'aimerais remercier l'Union des cultivateurs franco-ontariens pour avoir soumis notre nom. On a été très surpris d'apprendre qu'on était dans les finalistes pour ce prix. Ça fait également mon frère Roger qui a écrit une belle lettre de support pour appuyer l'UCFO pour notre nomination. Je tiens également à remercier toute la famille et les amis qui nous ont aidés au courant d'un grand nombre d'années quand on travaillait au Parc Gagnon pour améliorer le parc, spécifiquement quand on a déménagé la maison ancestrale où je suis né. C'est pas évident que quand on donne une maison pour un parc municipal qui va servir une maison matrimoniale, pas matrimoniale, mais patrimoniale dans le futur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on a eu l'opportunité de faire ce don-là, on l'a fait. Ensuite, je pense que qu'est-ce qui est important à savoir, c'est que j'étais un producteur laitier et j'ai eu un accident de ferme. Et ensuite, ça me prenait quelque chose pour passer mon temps. J'ai décidé de construire des petits villages. Fait que c'est probablement un petit peu de la folie ou quelque chose de même, mais j'ai commencé par un chalet qui était presque entièrement aménagé avec des pièces de la vieille maison, de la vieille planche, et ainsi de suite. On a tout reconstitué un bâtiment. Ensuite, on a bâti un saloon. On a bâti une prison. La prison, les barreaux viennent de la Don Jail à Toronto. On a bâti une belle chapelle. On est très fiers de notre chapelle. Puis le dernier projet qu'on a presque terminé, c'est un magasin général avec un bureau de poste à l'intérieur, également un salon de coiffeur. C'est pas moi qui va faire la coupe des cheveux. Ça fait que je tiens à remercier tous les parents et les amis, la municipalité de la Nation qui nous aide avec le parc du parc du village Gagnon, nos amis qui nous aident dans la construction dans mon petit village, quelque chose de même. Ça fait que
c'est un honneur pour nous autres et notre famille de recevoir ce prix-là ce soir et merci beaucoup. C'est un honneur extraordinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Félicitations encore, Régent et Barbara Pomainville. Moi, j'ai hâte d'aller voir ça une fois que la météo et le COVID vont coopérer. Donc, moi, j'ai le plaisir de faire les remerciements. Donc, j'aimerais commencer par remercier nos partenaires pour les prix du patrimoine. Donc, d'abord, l'Université de Hearst, notre partenaire pour le prix Roger Bernard, et l'Université Laurentienne pour le prix Huguette Parent. J'ai aussi l'honneur de remercier nos bailleurs de fonds principaux, Patrimoine Canada et le ministère des Industries, du patrimoine, du sport, du tourisme, de la culture de l'Ontario. J'aimerais aussi remercier les membres du Cercle des bâtisseurs du patrimoine, donc l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Anteca, Mosaïque interculturelle et Mécénès. J'aimerais aussi remercier les membres du Cercle des Amis du patrimoine. Donc ça, c'est les individus qui nous font un don pour soutenir nos activités à l'année. Daniel Carrière-Paris, Pierre Chartrand, Jean Delisle, Hubert Dubois, Denis Hubert Dutrissac, Nicole Fortin, Sylvie Jean, Samy Khalid, Diane Lajoie, André Paris, Jean-Yves Pelletier, Michel Prévost, Pierre Riley et Francis Thériault. J'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui ont contribué à assurer le succès du mois du patrimoine et le succès de cette soirée. Donc, le comité encadreur du mois du patrimoine, l'ambassadrice du mois du patrimoine, Andrea Goulet, les jurys qui ont évalué les nominations reçues et qui ont fait la sélection des lauréats et des lauréates des prix, Mick Michel, Steph Pocket, les personnes et les organismes qui ont été nominés pour un prix, l'équipe du RPFO, Aimée, Marthe, Grace et Mélissa, les membres du conseil d'administration du RPFO et toute l'équipe du Réveil. Et enfin, merci à vous d'avoir participé ce soir. Ne quittez pas, nous allons enchaîner avec le lancement du numéro d'hiver de notre magazine Le Chaînon. Bonsoir et bienvenue à la deuxième partie de cette soirée, soit le lancement du numéro de hiver 2021 du Chaînon. Produire un chaînon, c'est vraiment un travail d'équipe. Depuis l'été 2020, un comité de bénévoles a assuré la transition depuis le départ de Samy Khalid et on a assuré la publication des 2 derniers numéros. Le nombre d'auteurs et d'autrices qui ont contribué à soumettre des articles intéressants et inspirants et notre équipe de révision qui est toujours au rendez-vous et qui s'est même agrandie dans la dernière année. J'aimerais donc prendre quelques instants pour remercier tous ces gens qui ont aidé de près ou de loin à l'élaboration de ce numéro, que ce soit au niveau de la rédaction des articles, de la révision, de la recherche de photos, de la mise en page et des conseils et des suggestions. Un gros merci. Le numéro de l'hiver 2021 qu'on vous présente ce soir, je vous le montre pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu par la poste, mais ça s'en vient. On vous présente des articles très variés dans ce numéro-là. Vous allez découvrir des souvenirs d'enfance, des drames familiaux, une collection originale, des parcours personnels et même des suggestions de lecture. Ce soir, 3 auteurs vont prendre la parole pour vous présenter leur article. France Rivet nous racontera les étapes et les rencontres qui l'ont mené à écrire un livre et un documentaire sur la vie d'Abraham Ulrikab, un Inuit qui a été exhibé dans des zoos humains en Europe. Pierre Chartrand nous présentera des participants du congrès, de la fondation du congrès de Lac-Féo, qui va devenir l'AFO. Et Christine Landry-Matamoros nous expliquera ses recherches pour retracer le parcours d'Edmond Bourbonnais, un soldat de la Première Guerre mondiale originaire d'Embrun. Donc, je commence premièrement par vous présenter France Rivet. Elle est l'auteure du livre Sur les traces d'Abraham Ulrikab et elle a été recherchiste pour le documentaire Piégé dans un zoo humain. Elle fut finaliste au prix Écran canadien 2017 pour le prix Barbara Sears de la meilleure recherche éditoriale. À vous la parole, France. Merci Dominique.
Puis merci au Chaînon de me permettre de partager l'histoire d'Abraham. Bonsoir à tout le monde. L'an dernier, à pareille date, je découvrais le Chaînon et c'était la toute première fois que j'assistais au lancement. J'avais été invitée par un collaborateur de la revue, Jean Delisle, et c'est aussi Jean qui a eu l'idée de proposer un article sur l'histoire d'Abraham à la revue. Moi, je me disais, comment est-ce que l'histoire de 8 Inuits du Labrador qui sont partis en Europe pour être exhibés dans des zoos, comment ça pourrait avoir de l'intérêt pour une revue sur l'histoire et le patrimoine franco-ontarien? Mais quand Samy, tout enthousiaste, a dit oui tout de suite, ben là, je me suis dit, il faut que je trouve un lien avec l'Ontario pour raconter l'histoire. Ce lien-là, je ne l'ai pas trouvé dans les événements de 1880. Pour faire une histoire courte, c'est un Norvégien qui est venu au Labrador, qui a recruté les Inuits pour le compte d'un propriétaire de zoo allemand. Les Inuits sont arrivés en Europe en septembre. Ils ont été exhibés à Hambourg, à Berlin, à Prague, à Francfort. Puis, pas longtemps après, ils sont tombés malades et un après l'autre se sont mis à décéder. Il y en a 3 qui sont décédés en Allemagne. Les 5 derniers se sont rendus jusqu'à Paris. Ils ont été exhibés pendant 1 semaine au jardin d'acclimatation dans le bois de Boulogne. Puis, on les a admis à l'unité des varioleux de l'hôpital Saint-Louis. En dedans d'1 semaine, ils sont tous décédés. Le 16 janvier, il restait plus personne. Puis, l'histoire est par la suite tombée dans l'oubli. Et ça a pris 100 ans. Et c'est justement grâce à des Ontariens qu'aujourd'hui, on connaît cette histoire-là. Les gestes que les Ontariens ont posés, ça s'est fait sur une période de 30 ans, de 1980 à 2009. Et c'est pas seulement grâce à eux qu'on connaît l'histoire d'Abraham, mais c'est aussi grâce à ces gestes-là qu'on a retrouvé les squelettes d'Abraham et des 5 personnes qui sont décédées à Paris dans les réserves du Muséum d'histoire naturelle à Paris. Parmi ces 4 personnes-là, je vous donnerai pas de nom ce soir, vous les lirez dans l'article, mais il y a un ethnologue du Musée de l'Homme à l'époque, qui est aujourd'hui le Musée de l'Histoire. Il y a un professeur allemand qui enseignait la littérature autochtone, qui est venu et qui a eu une bourse pour venir travailler à l'Université d'Ottawa pendant 1 année. Il y a l'éditrice en chef des presses de l'Université d'Ottawa. Et il y a un photographe d'Ottawa aussi que je me suis adonnée à croiser sur un bateau de croisière en 2009 et on a fait connaissance parce qu'on est arrivé face à face sur le pont du bateau et on portait la même tuque. Donc, si un de nous n'avait pas porté cette tuque-là cette journée-là, ben, je serais pas ici aujourd'hui. Abraham ne serait pas sur la couverture du magazine, mais aussi les Inuits ne sauraient pas que leurs ancêtres, leurs compatriotes qui sont partis il y a 140 ans, sont toujours là à attendre dans les collections muséales avec 20 000 autres crânes et squelettes. Et les conservateurs du musée, les responsables de ces collections-là, ne sauraient pas que le squelette numéro 10-242, c'est un Inuit qui est l'une des rares personnes parmi les 35 000 qui ont été exhibés en Europe à avoir laissé un écrit. Et dans son journal, Abraham dit que c'était une erreur d'avoir amené sa famille en Europe. Il le regretterait amèrement et tout ce qu'il voulait, c'était de rentrer au Labrador. Et justement, les gestes que les Ontariens ont posés, et sans avoir conscience des répercussions que ça aurait, permettent d'ouvrir une porte pour concrétiser le rêve d'Abraham. Pour moi, l'histoire d'Abraham, c'est un bel exemple que nos histoires se croisent au-delà des siècles, au-delà des continents, des cultures et des langues. Et aujourd'hui, bien, c'est dans les mains
de la communauté inuit du Labrador de décider quand ce rêve va se concrétiser de revenir à la maison. Mais je vous en dis pas plus long. Je vous laisse découvrir l'histoire. Mais merci beaucoup et bonne soirée. Bonne lecture. Merci beaucoup, France. C'est vraiment un article très, très intéressant et je vous recommande aussi de regarder le documentaire Piégé dans un zoo. Maintenant, je vous présente Pierre Chartrand. Résident d'Orléans, Pierre a œuvré dans le domaine des communications au sein de la fonction publique fédérale. Il est membre de la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans, président du conseil d'administration des éditions David et coordonnateur de l'animation musicale à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans. À vous la parole, Pierre. Merci, Dominique. C'est gentil de me présenter avec tous ces titres-là. Ça m'oblige à de l'humilité. Merci et félicitations aussi aux lauréats, puisqu'on est la soirée, on vit une soirée de remise de prix. Alors, félicitations aux lauréats des 2 prix qu'on a remis avant. Moi, j'ai écrit un article sur le congrès de fondation de l'ACFEO, qui est l'ancêtre de l'AFO d'aujourd'hui. L'ACFEO, c'était l'Association canadienne-française d'éducation de l'Ontario, l'Éducation canadienne-française d'éducation de l'Ontario, l'ACFEO, devenu en 1969 l'ACFO et en 2009, je crois, l'AFO, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Je n'ai pas voulu parler, ce que ce livre nous donne, c'est le rapport officiel du congrès de fondation de l'ACFEO en 1910, en janvier. Et je n'ai pas voulu le décrire sous un angle très général, mais bien particulier de la participation de 60 délégués qui venaient d'Orléans. Nous sommes en 1910, c'est l'hiver, il n'y a pas de voiture. 60 personnes d'Orléans ont fait partie d'une délégation totale de 1200 délégués qui venaient de partout en Ontario. Alors, les gens qui venaient de la région de Windsor, ils étaient, je pense, plus d'une soixantaine, sont beaucoup plus méritants au niveau de la géographie de s'être déplacés en hiver pour être venus au congrès de fondation de l'ACFEO. Mais moi, j'ai mis l'accent, puisque c'est mon bled, c'est mon patelin, Orléans, j'ai mis l'accent sur la présence de 60 délégués, dont les noms sont extraits de la liste qui est publiée dans le livre. Et ils étaient 60 délégués, donc sur 1600 paroissiens à l'époque, selon un recensement du curé de l'époque, 1600 personnes qui vivaient à Orléans. Les 60 personnes sont nommées sont encadrées, un bel encadré dans l'article. Ensuite, je fais ressortir les noms d'une douzaine de ces délégués, dont plusieurs descendants sont aujourd'hui impliqués dans la francophonie ontarienne. Des descendants, vous lirez dans l'article les noms de ces gens que vous reconnaîtrez ou que vous apprendrez à connaître. Et je mets aussi l'accent sur la participation active de 4 personnes d'Orléans, donc les 2 curés de l'époque, les curés Motard et Deguire, qui étaient curés au début entre 1900 et 1912, ainsi que 2 délégués, 2 Orléanais de l'époque, Monsieur Ovide Arthur Roch, un comptable qui a beaucoup participé à l'organisation du congrès dans différents comités, et également Monsieur Évariste Chartrand, qui a été un du premier exécutif de l'ACFEO en 1910 à la conclusion du congrès. Il s'adonne à être un arrière-grand-oncle, puisque c'était le frère aîné de mon arrière-grand-père. Il venait d'Orléans, donc du chemin Sainte-Martine. Donc, cette première génération d'Ontariens d'Orléans ont consacré 3 jours. C'était des cultivateurs, c'était des forgerons, des journaliers, et ils sont allés participer à un congrès dont on sait surtout les noms des notables, des Napoléon Bellecour, de l'abbé Beausoleil, qui était le curé de Fournier, le juge Albert Constantino,
parmi les grands organisateurs dont on sait les noms. Mais je voulais mettre l'accent sur la présence de personnes du peuple, de la population, des gens ordinaires qui ont su très tôt dans l'histoire de notre province, de notre francophonie ontarienne, l'importance de protéger, de protéger nos droits, surtout dans le domaine scolaire. Voilà, c'est en gros l'article, vous lirez les détails. Et je remercie encore le Chaînon d'avoir accepté et de m'avoir invité à vous en parler un petit peu. Bonne soirée. Merci beaucoup, Pierre. C'est vraiment intéressant de lire comment, justement, la participation de gens ordinaires a placé les bases pour cette lutte future-là, parce que le règlement 17 était à nos portes à l'époque. Merci beaucoup, Pierre. Maintenant, je vous présente Christine Landry Matamoros. Elle est généalogiste de filiation agréée. Elle est passionnée d'histoire et des généalogies. Elle est une collaboratrice de longue date avec le Chaînon. Et aujourd'hui, ce soir, elle nous présente l'histoire d'un jeune soldat de la région d'Embrun dans l'Est ontarien. À vous la parole, Christine. Alors, merci Dominique. Je vous raconte l'histoire d'un gars d'Embrun. On a tous entendu parler de la Première Guerre mondiale, mais en faisant mes recherches, j'ai eu la chance, à travers de son dossier militaire, à travers des journaux d'époque, puis à travers ce qu'on appelle les journaux de guerre du régiment ou les War Diaries. Donc, j'ai fait 3 chronologies comme ça pour pouvoir amalgamer puis ficeler une histoire de comment s'est passée sa vie au courant de la Première Guerre mondiale. Donc, ce Edmond Bourbonnais, c'est l'oncle que ma grand-mère n'a jamais connu. Alors, ce que je vous présente ce soir, c'est un peu la suite de l'article que vous allez voir. Alors, si on veut montrer, j'ai une vidéo muette de justement la bataille de Sanctuary Wood. Alors ici, donc c'est au son des tambours que nos soldats ici font justement une marche et puis sont en sol en Europe. Donc, ce qui s'est passé depuis 1914 à 1916, Edmond Bourbonnais était avec le régiment de Princess Patricia Canadian Light Infantry, PPCLI, plus facile. Alors, ce régiment canadien se trouve justement en Belgique, donc dans un terrain où ce qu'on voit ici sur la carte, la Belgique est en gris foncé en haut, et puis on voit la ville de Ypres qui va être importante tantôt. Puis c'est à souligner justement que la France, qui est juste en bas, l'Allemagne a envahi la Belgique en 1914, puis essaie toujours de s'emparer de plus en plus de terrain. Donc, les Canadiens, ils sont le régiment des PPCLI se trouve justement, on voit la ligne, c'est ça justement. Puis, ce qui se passe, c'est que la force allemande va faire une offensive contre les forces alliées. Et le Canada, se trouvant justement à un endroit qu'on va appeler Sanctuary Wood, va essayer de repousser. Donc, on voit ici. Puis, si ça vous dit de quoi ce fameux terrain en Belgique, on le connaît aussi sous, en anglais, Flanders Field. Alors, ici, Sanctuary Wood, que vous voyez, c'est ici que va décéder notre soldat Edmond Bourbonnais. Donc, l'ampleur des dégâts est difficile à s'imaginer, mais avec la vidéo, je trouve important de vous montrer ce que nos soldats ont été exposés. Alors, c'est aussi
Bon, on m'informe qu'on a perdu Christine, malheureusement. Donc, son article porte justement sur les derniers jours d'Edmond, puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, comment sa femme a appris les nouvelles, comment sa famille aussi. Et fait intéressant, moi, j'ai communiqué avec le musée In Flanders Field à Ypres, en Belgique, pour avoir des photos pour illustrer l'article. Et eux, ils vont faire ils vont ajouter l'histoire d'Edmond Bourbonnais maintenant dans leur exposition permanente dans leur musée. Alors, c'est le fun de voir que certains articles continuent à voyager et traversent les frontières pour continuer à raconter l'histoire de Franco-Ontariens qui ont fait des grandes choses dans le monde. Donc, merci Christine pour cette présentation. Donc là, maintenant, on est rendu à la période de questions-réponses. Alors, vous pouvez écrire vos questions si vous avez des questions pour nos auteurs. Vous pouvez les écrire dans les commentaires sur Facebook ou sur YouTube. Ça devrait apparaître à mon écran. Donc, je vous laisse quelques instants pour écrire. Curer le chaînon. Si vous êtes déjà abonné, vous allez le recevoir par la poste. Mais si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez aller sur la boutique du RPFO, donc merracine.ca /boutique. Vous pouvez vous procurer le chaînon format papier, mais vous pouvez aussi vous procurer tous les autres chaînons qui ont été publiés dans les autres années passées. Vous pouvez aussi vous abonner au chaînon et en recevoir 3 fois par année. Oui, allô? Et vous pouvez aussi devenir membre du RPFO. Quand vous devenez membre du RPFO, ça vous donne des avantages, comme par exemple un accès au centre de recherche Méracine, si vous voulez faire de la recherche dans votre généalogie. Vous pouvez aussi avoir accès au chaînon numérique, avoir un 50% de rabais sur un chaînon papier. Il y a d'autres rabais aussi quand le RPFO organise des activités. Et vous avez aussi un vote à l'AGA. Donc, allez sur la boutique du RPFO, c'est pour avoir plus de détails. Christine, vous êtes de retour. Avez-vous un mot de la fin pour votre article? J'ai annoncé aux gens que votre article allait être... Oui, alors, ça coupe beaucoup. Oui, alors ce que je voulais terminer, c'est de prendre la chance de découvrir nos ancêtres dans nos propres familles qui sont morts justement en allant vérifier leur dossier militaire. Et puis, de continuer à fouiller puis de vous amuser à trouver... Oh! OK. Alors, justement, si les gens veulent avoir la chance de fouiller davantage, ils peuvent vérifier avec les archives. Puis, le Musée canadien de la guerre, il y a beaucoup d'informations pour pouvoir trouver tous les détails de ces gens qu'on a souvent oubliés. Merci beaucoup, Christine. Maintenant, on a nos auteurs ici à apporter. Avez-vous des questions? J'attends voir s'il y a des commentaires. Vous pouvez juste les écrire directement dans le commentaire Facebook ou ici comme commentaire sur YouTube et ça devrait apparaître à mon écran. Bonjour! Oui. Là. OK. Donc, il n'y a pas vraiment de questions qui apparaissent à mon écran. Alors, ça va conclure la soirée, mais je vous invite quand même, après le lancement, on va avoir une rencontre sur Zoom. On va vous partager dans les commentaires sur Facebook le lien Zoom. Alors, n'oubliez pas de vous connecter. Daniel va vous rappeler la même chose. J'aimerais juste conclure justement le lancement du chaînon et remercier encore une fois tous ceux qui ont aidé. Alors, les membres du comité du chaînon, merci beaucoup. Les auteurs, les autrices qui ont contribué des articles, l'équipe de révision qui a révisé tous les textes. J'aimerais remercier Marisol Morin du Centre de recherche canadienne-française et Aurélie Marié du Musée au Parc Vanier qui m'ont beaucoup aidé à la recherche de photos. J'aimerais aussi remercier le musée In Flanders Field à Ypres en Belgique et les archives Morave en Allemagne qui m'ont aussi fourni des photos d'archives. J'aimerais remercier Chantal Lalonde, notre graphiste extraordinaire,
Et bien sûr, Sami Khalid pour tous tes conseils et tes suggestions. Merci beaucoup. Si jamais vous voulez vous impliquer dans la publication du magazine en tant que bénévole, écrivez-nous à l'adresse courriel qui était affichée à l'écran tantôt, donc lechaînon@rpfo.ca. Et c'est ça qui... Attendez, j'ai une question. Je viens de voir que Sami pose une question à Madame Rivet. Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de démarche pour rapatrier les dépouilles des Inuits? France, avez-vous une réponse? Oui. Ah, mais des démarches, il y en a eu depuis 2011. C'est que présentement, le dossier est dans les mains des Inuits et avant de demander leur rapatriement, ils veulent s'assurer de définir leur protocole de rapatriement parce qu'ils savent qu'il y a d'autres restes humains Inuits du Labrador ailleurs dans le monde. Donc, ils ont consulté leur population. Ils ont rédigé un protocole et maintenant, ce protocole-là doit être approuvé par leur conseil exécutif. En même temps, ils ont aussi fait des recherches pour trouver des descendants des Inuits afin de les inclure dans les discussions. Mais le peuple Inuit, c'est un peuple de consensus, donc il faut qu'il consulte tout le monde avant de décider quelque chose et ça peut prendre du temps. Donc, les musées, les gouvernements, les ambassades, tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt à mettre l'épaule à la roue quand les Inuits vont faire la demande. C'est une question de temps et il faut respecter leur façon de faire, mais j'ai bon espoir que ça va se concrétiser. Ça va plutôt espérons qu'on va peut-être se rendre à un chiffron, 10, peut-être au courant de la prochaine année. On espère. Oui, on espère beaucoup. Ce serait le fun d'avoir un article de suite. Quand une fois qu'on va avoir des détails sur le rapatriement, vous pourrez écrire la suite. La suite. Alors, si on n'a pas d'autres questions, c'est ce qui va mettre un terme au lancement. Et donc, je passe la parole à Daniel Pécard-Ugorgy pour le mot de la fin. Merci Dominique, merci d'avoir accepté d'animer cette partie de le lancement du chaînon de notre soirée. Et moi aussi, j'aimerais remercier énormément toute l'équipe du chaînon qui ont produit un excellent numéro que je sais que vous allez beaucoup apprécier lire. C'est peut-être un peu difficile de poser des questions par écrit pendant qu'on est en direct sur Facebook et sur YouTube. Donc, je vous invite à garder vos questions pour Dominique et pour les collaborateurs du chaînon. Et on va prendre d'autres questions pendant notre rencontre sur Zoom. Donc, nous vous invitons maintenant à nous rejoindre sur Zoom pour un petit moment de réseautage. Vous pouvez quand même prendre quelques instants pour aller vous chercher un breuvage ou une collation, mais on aimerait bien être tous et toutes ensemble dans la même salle, mais c'est pas possible en ce moment. Donc, on voudrait quand même pouvoir vous voir et vous entendre. Donc, c'est pour ça qu'on aimerait beaucoup que vous vous joigniez à nous sur Zoom. Les détails pour vous connecter sont à l'écran et le lien est dans les commentaires de la vidéo sur Facebook et sur YouTube. Donc, vous n'avez qu'à cliquer dessus et venir nous rejoindre. Donc, sur ce, bonne fin de soirée, bonne fin du mois du patrimoine.